Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qu'est-ce que la maison Saint-André? Quelle est sa mission exactement? Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice de cette maison, Mme Sylvie Richard. Mme Richard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Richard. La maison Saint-André, bon, on en entend parler beaucoup. On sait que c'est une maison qui fait beaucoup de bien. C'est une maison dont sa mission et son rôle est essentiel chez nous, en Abitibi-Ouest. Mais si on allait un petit peu plus en profondeur pour nous dire exactement c'est quoi que la maison Saint-André. D'abord, depuis quand que cette maison-là existe, puis sa mission exactement, c'est quoi? La Maison Saint-André a été fondée en 1991, ça fait déjà 19 ans. OK. Elle est dirigée par un conseil d'administration de 7 membres bénévoles. OK. Puis la mission première de la Maison Saint-André, c'est un organisme communautaire qui vient en aide aux personnes à faible revenu ou qui vivent une situation socio-économique difficile. Ça, il y en a malheureusement beaucoup de personnes comme vous venez de mentionner. Alors, c'est donc dire que la Maison Saint-André, à ce moment-ci, puis depuis hier et demain également, a vraiment une mission primordiale chez nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, on se doit d'être impliqué dans la communauté parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. On a également une autre mission. Oui. C'est depuis l'an 2000, l'organisme a pris le mandat d'entreprise d'économie sociale. Le mandat, c'est l'aide à domicile sur tout le territoire de l'Abitibi-Ouest. Ce mandat-là, c'est comme la mission, c'est de venir en aide aux personnes qui résident dans la MRC d'Abitibi-Ouest, ainsi qu'à Villebois et Val-Canton. Ça, c'est bon de le souligner parce que Villebois, Val-Canton, c'est au nord. Oui. Puis, des fois, ils sont avec nous autres en Abitibi-Ouest. D'autres fois, ils sont avec le bout de l'Abitibi-Est. Alors, mais c'est bon de le souligner. Donc, la Maison Saint-André, les gens de Val-Canton et Villebois, vous me dites, c'est ça? Val-Canton, Villebois, oui. Okay. Mais toute la MRC d'Abitibi-Ouest également. OK. Alors, Ms. Maquet, c'est bon de souligner que Val-Canton, qu'on appelle, et là également, fait partie de la Maison Saint-André. Quand vous avez touché au volet, service d'aide à domicile. Service d'aide à domicile, si on regardait les services qui sont offerts. On a l'entretien ménager, on a la préparation de repas, soit les repas chauds ou les repas préparés d'avance, et on a le grand ménage qui est saisonnier. On va aller les prendre un par un. Quand on parle d'entretien ménager, est-ce que les personnes... D'abord, ce sont des personnes dans le besoin, c'est sûr. Puis, est-ce que... disons qu'une personne a besoin d'aide parce qu'elle ne peut pas faire son entretien ménager. Alors, à ce moment-là, est-ce que ça va être hebdomadairement, mensuellement, ou bien non, c'est sur appel, j'ai besoin d'aide? Comment ça fonctionne pour une personne qui veut faire son entretien ménager par la Maison Saint-André? La personne qui a besoin d'entretien ménager, premièrement, on a une entente avec le Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire parce que c'est notre clientèle qui est majoritaire. On a 25 000 heures par année environ pour les personnes en perte d'autonomie. 25 000 heures? 25 000 heures. Okay. On a 40 filles sur le territoire de l'Abitibi-Ouest qui offrent les services. Okay. On a la référence du CLSC. Les personnes de 65 ans et plus ou qui ont 65 ans et moins, mais qui ont une limitation, peuvent aller vers le CLSC, demander l'aide. Le CLSC va les évaluer, va nous les référer, puis c'est à ce moment-là, c'est le CLSC qui décide si c'est hebdomadaire, aux 2 semaines ou une fois par mois. Là, habituellement, une fois par semaine. Mais là, vous venez de toucher un point qui est vraiment très, très, très important, parce que quand vous avez parlé de l'âge, les personnes de 65 ans et plus, et les personnes de 65 ans et moins, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent « Ah, moi, j'ai pas 65 ans, donc je peux pas avoir cette aide-là. » C'est faux. C'est faux. Elle peut avoir l'aide. Oui, toute la population peut avoir de l'aide. 65 ans et plus, 65 ans et moins avec limitation, mais 65 ans et plus ou 65 ans et moins sans limitation. On a monsieur et madame tout le monde qui veut s'acheter des services dans le privé, peut s'acheter des services aussi.
C'est vraiment faire à toute la population en général. C'est important, ça, de le dire. Bon, on parle aussi, là, dans les services offerts, on parle du grand ménage. Le grand ménage, c'est saisonnier. Okay. C'est vraiment sur demande. Puis c'est selon les ressources disponibles. C'est sûr, lors des 2 dernières années, ça a été plus difficile. On n'a pas de ressources disponibles. C'est toujours une équipe de 2 personnes. Okay. Si on n'a pas la disponibilité de 2 ressources, mais on ne peut offrir le service. Vous ne pouvez pas offrir ces services-là. Non, on ne peut pas l'offrir. Un autre service qui est excessivement important, c'est la préparation des repas, repas chauds et préparés d'avance. Oui, repas chauds et repas préparés d'avance. C'est toujours l'évaluation du CLSC qui va déterminer si la clientèle a besoin de repas préparés d'avance ou repas chauds. Plus on avance en âge, moins on a d'autonomie. Oui, c'est sûr. Donc, pour les Exactement. maintenir à la maison, premièrement, ça va être les repas d'avance qui vont être suggérés. Puis après, par la suite, ça va être les repas chauds. Là. Plus que la personne devient en perte d'autonomie, les repas chauds pour les maintenir le plus longtemps possible. Ça veut dire que ça prend un fort groupe de personnes pour qui travaillent à la maison Saint-André. Est-ce que ce sont les personnes qui aident, les personnes qui vont venir faire l'entretien ménager, qui vont venir préparer des repas? Ces personnes-là, est-ce qu'elles sont bénévoles? Non, ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés. Oui, ils ont un statut social. Mais ça prend quand même une grosse équipe, là, à ce moment-là. On a une équipe de 40 personnes. Comme je disais tantôt, il y a 40 femmes qui travaillent sur le territoire. Et ça dessert environ combien de personnes? Avez-vous un chiffre, ou je ne sais pas, ou approximativement? On est aux alentours de 500 dossiers. Oh mon Dieu! On a 500 dossiers oui, en Abitibi-Ouest. Oui, on a 500 dossiers ouverts. On pourrait vous dire que dans les derniers sondages, pour donner un chiffre exact, là, 394 sondages ont été envoyés. Eh mon Dieu! Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont besoin, plus la clientèle là, privée là, qu'on appelle. Ça, ce sont des gens qui commencent à être en perte d'autonomie, qu'elles ne sont pas en perte totale d'autonomie. Elles sont partielles et elles ont besoin d'aide parce que elles veulent rester chez eux, autrement dit. C'est un peu aussi... C'est un peu ce que cherchent les centres de services sociaux. Ces centres-là cherchent aussi à garder les gens le plus possible chez eux. C'est ce qu'on appelle le maintien à domicile. Le maintien à domicile. Alors, c'est à ce moment-là que la Maison Saint-André a un rôle excessivement important à jouer à ce moment-là. Oui, parce qu'on est reconnu en entreprise d'économie sociale dans la MRC d'Abitibi-Ouest. On est la seule entreprise qui est reconnue, là. Juste une parenthèse, Madame Richard. Les personnes qui nous écoutent, là, si on en sensibilise une, deux ou trois qui pourraient se dire moi, ça m'intéresse, j'aimerais ça faire partie des personnes qui font partie de la Maison Saint-André, si vous me permettez l'expression. Autrement dit, qui veulent collaborer, ils veulent aller faire du ménage, ils veulent aller préparer des repas chauds, etc. Est-ce que vous en prenez encore? Est-ce qu'il y a de la place? Oui, on a toujours un poste d'ouvert sur Internet. On demande toujours des aides à domicile s'il y a de la disponibilité. On accumule les CV, je vous dis, on n'en a pas des douzaines, on en a quelques-uns, parce qu'à l'occasion, on a des dames qui quittent, soit pour la retraite. Oui, c'est sûr pour quelque raison que ce soit. Il y a un roulement de personnel, sauf qu'il y en a que ça fait déjà 10 ans qu'ils sont là. Les gens apportent leur CV. On vérifie les CV dans les secteurs où est-ce qu'il y a de la demande. Puis on les engage là, sur les demandes. Ils peuvent appeler aussi à la maison. Oui, ils peuvent téléphoner au 819-333-1133. Maintenant, si on parlait du volet communautaire, le volet communautaire, entraide et dépannage, ça, c'est un autre volet de la Maison Saint-André. On parle des activités, accueil, écoute et information. Oui. Au besoin, on prend du temps pour écouter la personne. On l'informe des ressources existantes dans le milieu. Parce qu'on ne veut pas prendre la place de personne, on ne veut pas se dédoubler. Ouais, ça, c'est important, ça. C'est ça. On informe les gens qu'il y a d'autres ressources que nous qui existent. On essaie de les informer et de les envoyer au bon endroit. C'est important. Et quand on parle d'aide alimentaire, on parle
que ça peut prendre la forme de dépannage alimentaire, comptoir alimentaire et panier de solidarité. Quels sont ces trois volets-là? La différence entre les uns ou les autres, le comptoir alimentaire, c'est disponible 5 jours semaine, de 8 heures à 4 heures. Okay. C'est une collaboration qu'on a avec les marchands locaux. Chaque matin, on a un bénévole qui va ramasser les commissions. Tout ce qui est daté d'aujourd'hui, les marchands ne peuvent pas le vendre, donc ils nous le donnent au lieu de le jeter. Okay. Nous autres, on récupère toute cette nourriture-là. Elle est donnée par le biais du comptoir alimentaire. Il y a de la récupération qui est faite aussi pour pas qu'il y ait de rien qui se gaspille. Le dépannage alimentaire est fait sur rendez-vous. C'est plus complet. On va acheter de la nourriture parce qu'on a des collaborations aussi avec la Fabrique Saint-André, avec la Sûreté du Québec. On reçoit des argents qui servent à acheter des denrées. Puis on fait des dépannages alimentaires complets. C'est sur demande et sur rendez-vous. Les paniers de solidarité, eux autres, par contre, sont offerts en décembre. C'est en complémentarité avec la Sûreté du Québec. Oui, ça, on va en venir sur ça. Okay. On va prendre juste quelques minutes, puis on va en parler parce que c'est excessivement important. Oui. On va parler de ça à la fin OK. On se garde ça pour le dessert. Exactement, c'est ça. Il y a le jardin communautaire, cuisine créative. C'est aussi la même chose, jardin. C'est sûr qu'on ne parle pas du jardin communautaire au mois de janvier, là. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Sauf que durant l'été, les personnes peuvent faire un jardin communautaire. Ils peuvent avoir accès à une parcelle de terrain. Okay. Le jardin est offert à toute la population, contrairement aux autres activités. Le jardin est offert à tout le monde. On dit à tous les gens qui partagent nos valeurs et qui s'engagent, en plus de cultiver leur parcelle de terrain, d'en cultiver une partie pour la Maison Saint-André. Donc, si quelqu'un décide de prendre une parcelle, il va en donner une petite partie à la Maison Saint-André. Ça va être remis dans les dépannages alimentaires ou au comptoir alimentaire. Bien, ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on travaille à deux volets à ce moment-là. La personne travaille pour elle et en même temps travaille pour la Maison Saint-André. Oui, c'est en plein ça. C'est important. Puis il y a les cuisines créatives également. Les cuisines créatives, c'est des participants qui font des cuisines. On fait des petites recettes simples pour que les gens apprennent à cuisiner de façon saine et de manger sainement. Il reste très peu de temps, Mme Richard, puis il faut parler absolument de la maison, il reste à peine une minute, la Maison Saint-André qui reçoit de la Sûreté du Québec. On sait que la Sûreté du Québec, à chaque année, fait une cueillette de denrées non périssables et des dons en argent pour des paniers de Noël, mais l'argent qui est en surplus, elle va chez vous. Oui. Puis ça serait bon de dire, peut-être qu'on n'aura pas le temps, juste en 2009, l'an passé, 28 000 $. Oui, qui nous a été remis pour dépenser cette année. Je peux vous dire que cette année, on a déjà 8 600 $ de dépensés. Mais pour l'année précédente, pour donner un chiffre, on donne... Je vais vous dire. Moi, je les ai ici. En 2008, 23 000 $. 2007, 25 000 $. En 2006, 18 000 $. 15 000 $ en 2005, 12 000 $ en 2015. C'est près de 100 000 $. Donc, moi, une chose que j'aimerais spécifier très vite en terminant, c'est que c'est important de donner, mais seulement qu'aussi, souvent, les gens vont dire, ben là, s'il y a des surplus, ben les surplus s'en vont chez vous. Oui, ils sont utilisés tout au long de l'année. Les surplus sont utilisés tout au long de l'année. C'est ce qu'il faut que les gens retiennent. C'est pas seulement pour le mois de décembre, c'est les dépannages mensuels. Pendant 12 mois par année. 12 mois par année. Madame Richard, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, Maison Saint-André. Vous faites un travail extraordinaire. Merci. On la garde ouverte le plus longtemps possible, c'est sûr. Oui. Je vous remercie beaucoup, madame. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice de ce mouvement, Mme Catherine Sirois. Madame Sirois, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame Sirois. On s'était rencontrés il y a quelques années. On revient aussi parce que ce regroupement-là prend de plus en plus d'ampleur, je crois. Et puis, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement qu'est-ce que le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue et quel est son but, ses buts ou son rôle principal? Bon, le regroupement femmes, dans le fond, ça le dit, ça regroupe des femmes, mais aussi des groupes de femmes. OK.
des groupes de défense de droits des femmes. On est un organisme de défense de droits et de promotion des droits des femmes. On œuvre dans 4 grands secteurs, là, principalement, qui est l'atteinte de l'autonomie économique, la place des femmes dans les instances décisionnelles, évidemment, tout ce qui est le secteur de défense de droits qu'on parle, on a été très présente sur la question de l'avortement, du registre des armes à feu, toutes des choses, des acquis pour les femmes qu'on tient à préserver. Et aussi, le dernier dossier qu'on travaille de plus en plus, c'est toute la question de la santé. Là-dedans, on est très présente au niveau de la lutte à la privatisation et à la tarification des services. Alors, c'est sûr qu'on entend de plus en plus parler du regroupement parce que ce sont des questions qui sont d'actualité. Alors, oui, on est plus présent là, sur la scène des médias. Est-ce que vous trouvez que depuis, disons peut-être quelques années, on se reporte à 5 ans passés, disons. Est-ce que vous trouvez que depuis 5 ans, la femme prend de plus en plus sa place dans la communauté? Oui, on l'a vu lors des dernières élections municipales, par exemple. Oui, OK. Il y a eu une augmentation du nombre d'élus municipaux. Alors, il y a plus de femmes qui ont accédé à cette fonction-là. Il y a une amélioration. Mais il y a une amélioration dans certains secteurs de la région. Il y a eu des pertes dans d'autres secteurs. Comme par exemple, à Rouyn-Noranda, il ne reste qu'une seule femme sur le conseil municipal. Ça ne fait pas une grosse moyenne. On est loin de la parité. C'est ça. Oui, sûrement. Oui, on est très loin de la parité. Alors que dans plusieurs autres conseils municipaux, en particulier dans les petites municipalités, on a atteint la parité sur les conseils. Alors, on voit que les femmes prennent de plus en plus leur place. Sans faire de politique, là, mais au gouvernement, je pense que dans le gouvernement actuel, sans faire de politique, là, on y va avec la parité dans le Conseil des ministres, disons. On regarde ça, puis on essaie... Dans les sociétés d'État aussi. Oui, aussi, oui. Exactement. Est-ce que c'est bien? Oui. Oui, c'est bien. C'est de mettre cette norme-là. Ça force les gens à penser à une femme. Parce que souvent, le réflexe des gens en place, des hommes en place, ça va être de penser à leurs amis. Quand vient le temps de recruter des candidats. Alors, le fait qu'on a un objectif d'atteinte de la parité, ça force les gens à penser à des femmes. Puis là, ils se disent, oui, c'est vrai, il y en a des femmes intéressantes. Et ils vont les chercher à ce moment-là. Quelles sont les principales revendications de ce regroupement-là au point de vue gouvernemental? Bon, au point de vue gouvernemental, je pourrais vous parler des revendications de la Marche mondiale des femmes. Parce que ce sont des revendications qui ont été portées au gouvernement autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Il y avait 5 grandes revendications. Là, je pourrais vous les nommer, puis après ça, on va s'attarder à plus celles qui nous concernent en région. Bon, la première concernait l'autonomie économique des femmes. La deuxième concernait l'accès aux services et aux biens communs pour les femmes. La troisième, évidemment, contrer la violence faite aux femmes. La quatrième, c'était la démilitarisation. Oui. Et la cinquième était, la signature par le Canada de la Convention des Nations unies sur les peuples autochtones. Mais on pourrait revenir plus à la question d'autonomie économique. Ce qui était demandé, c'est l'augmentation du salaire minimum à un salaire qui est décent pour sortir du seuil de pauvreté, parce qu'actuellement, quand tu travailles au salaire minimum, tu es encore dans le seuil de pauvreté. Tu es encore sous le seuil de pauvreté. C'est ça, exactement. C'est ça, oui. Alors, puis l'autre question, c'était au niveau de l'aide sociale, l'abolition des catégories à l'aide sociale. Mais au-delà de ça, ce que les groupes de femmes disent aussi, ça, c'est les derniers recours. Ça, c'est en dernier lieu. Ce qu'il faut travailler aussi avant ça, c'est pour atteindre vraiment l'autonomie économique des femmes, c'est que les femmes restent le plus longtemps possible aux études pour avoir accès à des emplois de qualité. Et vraiment atteindre l'autonomie économique des femmes. Parce que une femme, puis ça c'est démontré, on le voit avec l'assurance-emploi, entre autres, une femme qui travaille au salaire minimum, qui travaillent sur des horaires atypiques, à temps partiel, dans la majorité des cas, n'ont même pas accès à l'assurance-emploi. Ça, c'est vrai. Oui, exactement. Alors, c'est important, donc, qu'elles ne travaillent pas nécessairement au salaire minimum. Si elles ont à travailler au salaire minimum, c'est important que ce soit un salaire minimum qui est décent, mais mieux que ça, ce serait de ne pas travailler au salaire minimum. Mais, oui, mais pourquoi qu'on est encore à dire
aujourd'hui, on va prendre un magasin à grande surface, OK? Bon. Pourquoi qu'on est encore à dire aujourd'hui, bon, on va engager une femme qui va, classer la marchandise dans des tablettes, etc. Bon, puis je pense qu'on a encore tendance à dire, mais on va engager une femme, on la paiera pas cher, puis elle va faire... On est encore là, aujourd'hui. Il est pas rare d'entendre des employeurs dire « je vais engager une femme plutôt qu'un homme, elle va me coûter moins cher ». Oui, ça, moi, je l'ai entendu. Encore. Oui, c'est ça. En Mais 2010. encore aujourd'hui, en 2010, bientôt en 2011. Oui, tout à fait. Ça va arrêter quand? Ça, c'est un travail de longue haleine. On parle de changer les mentalités. Mais oui, c'est ça, on va changer les fera pas mentalités. du jour au Non, c'est sûr. lendemain. C'est sûr, absolument pas. Pire que ça, on a fait récemment le tour des salons de carrière dans les commissions scolaires. OK. Et on entendait des jeunes filles. Des jeunes filles sont venues nous dire moi, une formation là, professionnelle, là, ça me tente pas. J'ai pas besoin de ça. J'ai un chum qui travaille dans les mines, il fait de l'argent en masse, j'ai pas besoin de travailler. J'ai pas besoin d'aller me former. Oups! Oh là là, ça c'est dérangeant. Oui, ça c'est vrai. Pense à un plan B. Au moins, là, tu peux faire ça si tu veux, mais au moins, aie un plan B dans ta poche, là. Parce que ton chum travaille dans les mines vont bien, là. C'est cyclique, les mines. Ça va redescendre. On disait ça de l'industrie forestière aussi, hein? C'est ça, là, ça va redescendre, les mines. Oui, à ce moment-là, ça ira pas bien. Tu vas peut-être avoir besoin, là, d'aller sur le marché du travail. Puis là, tu vas avoir un job au salaire minimum, tu n'auras pas de diplôme dans ta poche. C'est ça, exactement. À temps partiel, salaire minimum. Et là, puis les relations humaines étant ce qu'elles sont, peut-être que tu n'auras pas de chum non plus. Ça se peut. Et tu vas peut-être te retrouver à l'aide sociale. Ça, c'est pas évident pour l'autonomie économique. Madame Sirois, moi, là, j'aimerais avoir votre impression. Puis, vous l'avez sûrement vu, le fameux petit vidéo qui a agacé et choqué beaucoup de personnes. Armée visite mère de famille qui dit qu'avoir su, elle n'aurait pas eu d'enfant pour en faire de la chair à canon. Quand vous avez vu la première fois ce petit vidéo-là, quelle a été votre réaction? Parce que vous l'avez vu, j'en suis persuadé. Oui, j'ai vu la vidéo. Oui. Puis, je ne pensais pas que cette question-là allait être abordée de cette façon-là. Je comprends la FFQ dans leur raisonnement de dire, bon, on a voulu provoquer le débat, on a voulu choquer pour provoquer le débat, mais la revendication n'était pas claire non plus dans la vidéo. Parce que la revendication, c'était que l'armée canadienne arrête de faire du recrutement dans les salons carrières, justement. C'est ça, exactement. Et ça sort pas clairement du vidéo. Alors, je pense qu'ils sont passés à côté de l'objectif, là. D'ailleurs, ça a été corrigé très vite aussi, hein? Puis, on peut comprendre, là, les mères de militaires, là. On peut très bien les comprendre. Un dossier chaud. Registre des armes à feu. Oui. Là, vous me voyez venir, je savais, hein? Je suis persuadé que vous avez dit il va me poser cette question-là. Mais votre association, est-ce qu'elle est pour ou contre le registre des armes à feu? Bien sûr qu'on est pour le maintien du registre des armes à feu. Puis c'est sûr qu'il y a eu un débat là-dessus. Il y a eu un vote qui a passé serré pour le maintien du registre. 151, oui. C'est assez serré et les conservateurs nous ont promis qu'elle allait revenir à la charge. Oui, alors, ça va M. Harper, il lâche pas. Il lâche pas pantoute, il n'en veut plus de ça, lui. Absolument pas. C'est sûr qu'on va en parler. Mais pourquoi tenez-vous tant que ça à ce registre-là, vous autres? Dites-moi ça. C'est une question de sécurité. Je vous ferai le parallèle avec la conduite automobile. Pour avoir une voiture, il faut que vous fassiez un cours de conduite. Pour avoir une arme à feu, il faut que vous fassiez un cours de maniement d'arme à feu. D'accord. Pour avoir une voiture, il faut aller l'immatriculer quand vous l'achetez. Votre arme à feu, il faut aller l'immatriculer quand vous l'achetez. C'est tout à fait normal. Mais l'irritant, puis à discuter avec les gens, parce que les gens, ils disent, bon, on est traités comme si on était des criminels. Quand tu discutes avec les gens, l'irritant, c'est pas vraiment le registre des armes à feu. C'est tout ce qui gravite autour. Parce que moi, ce qu'on me dit, quand je questionnais les gens, là, on me disait, ouais, mais moi, le formulaire là, d'acquisition, là, possession, là, 8 pages, là, avec des témoins que je dois envoyer à la sûreté. Ah, ça, c'est pas le registre des armes à feu. Non, c'est l'enregistrement. C'est ça qui irrite énormément. Mais moi, ce qui irrite beaucoup, c'est que moi, j'en ai, moi, des armes à feu. OK? Puis, si j'en ai... Oui, vous êtes... Oui, moi aussi, je suis une chasseuse. Bon, c'est que c'est bien, ça. Mais si votre arme à feu n'a pas un petit sticker, excusez l'expression anglaise, mais n'a pas un petit collant
dessus ou n'est pas enregistré, vous allez avoir un dossier criminel et vous allez passer au même rang d'un dossier criminel qu'une personne qui a commis un meurtre. Ça, moi, le gros irritant, moi, c'est ça. Alors, je ne suis pas contre le maintien du registre des armes à feu, sauf qu'à une condition, c'est qu'il soit amendé. Puis il y a beaucoup d'amendements à faire dans ça. Puis ça, on est d'accord avec ça. Et le NPD a apporté beaucoup de bons arguments. Ça, on est d'accord avec ça, parce que ce qu'on a toujours dit, c'est oui, il y a des irritants. Travaillons sur les irritants. Ça ne veut pas dire de tout abolir parce qu'il y a des irritants. Travaillons sur les irritants. C'est ça, exactement. Ce que M. Harper ne veut pas faire. Mais maintenant le registre, parce que le registre, il est utile. Vous avez, par exemple, une prise d'otage dans une maison. C'est important de savoir le nombre d'armes qu'il y a dans cette maison-là. Là, on pourrait en discuter beaucoup. Là, oui, on pourrait en discuter. Dans des cas de violence conjugale, c'est important de savoir combien d'armes a la personne en sa possession. C'est sûr. Moi, là, il reste à peine 1 minute, puis je veux absolument faire ici un entrefilet en vous félicitant parce que vous avez été nommé protecteur de l'élève. Ça, à la commission scolaire Rouyn-Noranda. Dans le mouvement, là, c'est à part, mais je vous en félicite. Et très brièvement, c'est quoi exactement que ce poste-là? On pourrait faire un parallèle avec le protecteur du citoyen provincial. C'est beau. Le protecteur de l'élève vient en dernier dans le processus de plainte à la commission scolaire et vient s'assurer de l'intégrité du processus de plainte. Le protecteur de l'élève, c'est quelqu'un d'objectif, d'indépendant, qui analyse si le processus a été suivi correctement. Vous avez été nommé par la commission scolaire de Rouyn-Noranda? Exactement. C'est ça? Alors, on vous en félicite. Puis, le travail que vous faites au regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est vraiment un très beau travail. Je tiens à vous en féliciter et je suis persuadé que ce sera la même chose comme protecteur de l'élève. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis, on va sûrement se revoir en 2011 parce qu'il y a des dossiers qu'on n'a pas eu le temps encore de parler. On va vous faire connaître encore. On en avait trop et on va vous faire connaître encore plus. Alors, je suis persuadé qu'en 2011, on aura encore quelques entrevues ensemble. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mme Sirois. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.